Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence organisée par la Maison de l'Expatriation, intitulée Guide ultime pour investir dans l'immobilier en France en tant qu'expat. Je vous présente Manuel Ravier, cofondateur et président d'investissementlocatif.com, également conférencier et investisseur en France. Juste quelques mots sur la Maison d'Expatriation. Nous sommes ouverts sur Paris jusqu'au 17 juillet. Nous vous proposons des rendez-vous d'une demi-heure totalement gratuits pour vous aider à préparer votre projet d'expatriation ou potentiellement un projet d'impatriation, de retour en France. N'hésitez pas à nous contacter pour prendre un rendez-vous jusqu'à cette date. Au-delà de cette date, nous proposerons également des rendez-vous en distanciel. Nous faisons également diverses conférences sur des thèmes présentés par nos experts. Ces conférences sont disponibles aussi en présentiel et en distanciel, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je laisse donc la parole à Manuel pour vous présenter l'investissement en France. Merci beaucoup, Manuel. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, l'idée de cette conférence, il y a quelques slides que j'ai faites, mais c'était aussi d'avoir un échange. Donc, avec la canicule, il n'y a pas grand monde dans la salle, mais je crois que vous êtes certains connectés en ligne également. Donc, je répondrai à vos questions à la fin de la conférence et je vais essayer de vous donner envie d'investir dans l'immobilier, puisque moi, je suis un passionné d'immobilier, investisseur immobilier, puis je vais me présenter. Bien sûr, on accompagne des gens dans des projets immobiliers, mais que vous le fassiez avec nous ou sans nous, moi, ce qui m'importe, c'est de vous donner l'envie de passer à l'action dans l'immobilier, que ce soit tout seul, en déléguant les choses, peu importe. Ce qui compte, c'est d'avoir du patrimoine arrivé au bout. Rapidement, une présentation de ce qu'on fait. Donc, on a créé avec mon associé Michael Zonta, qui désormais travaille aussi en remote de l'étranger. Donc, moi, je suis basé à Paris. Nos collaborateurs sont à Paris et lui, il est devenu expatrié. Je dis, puisque je m'adresse à des expats, il a rejoint l'île Maurice pour un projet familial il y a 9 mois. Il travaille beaucoup. Des fois, on me dit, mais est-ce qu'il travaille vraiment de l'île Maurice? Il travaille plus même qu'avant. Il s'est aménagé un bureau et il travaille énormément de là-bas, mais on peut travailler en distanciel, surtout quand on a beaucoup d'équipes en France. On a créé le groupe ensemble en 2012. On est à peu près 200 collaborateurs répartis en France ou à l'étranger quand c'est des fonctions support. On a des personnes partout. Je travaille dans le marketing par exemple, avec beaucoup de gens qui sont basés à Bangkok parce qu'on a des très bons expats à Bangkok dans le marketing. Et je crois que vous qui êtes expat, vous le comprenez bien. On a fait investir 500 millions d'euros dans l'immobilier locatif en France en environ 13 années, avec bien sûr des équipes locales, puisque tout ce qui se fait en matière d'immobilier au sein du groupe, c'est-à-dire les chasseurs immobiliers, le suivi de travaux, les architectes d'intérieur, les artisans, c'est un travail bien évidemment local. L'immobilier, c'est particulièrement local. Et on a réalisé environ 3000 opérations. Une opération, c'est quoi? Ça peut être un appartement de type studio jusqu'à un immeuble entier, parce qu'on a géré des immeubles jusqu'à plus de 1000 mètres carrés qu'on a traités en chasse, en rénovation et en ameublement, décoration, en location-gestion derrière. Voilà, donc notre concept, pour finir sur la présentation de l'entreprise, c'est de permettre aux expats ou aux résidents fiscaux français, puisque les expats, c'est que 25% de notre clientèle, on n'est pas spécialisé uniquement sur les expats, d'investir dans l'immobilier locatif en étant rentable. On va reparler de rentabilité, puisque j'ai eu une question tout à l'heure sur la rentabilité parisienne. Quand on dit rentable, c'est plus rentable que le marché local. Évidemment, on n'a pas la même rentabilité à Paris qu'on peut avoir à Roubaix, puisque ce n'est pas les mêmes marchés immobiliers. On pourra en reparler après. On propose un service 100% intégré, donc on fait la chasse du bien, le suivi des travaux pour votre compte, la partie ameublement de décoration si vous souhaitez louer en location meublée, et la location gestion si vous souhaitez nous la déléguer, mais ce n'est pas obligatoire. Et on a également un cabinet d'architectes d'intérieur qui va suivre des travaux de rénovation pure pour des Parisiens qui refont leur résidence principale ou des expats qui refont une résidence secondaire ou qui ont déjà des biens à rénover. Donc on fait voilà tout ça. Et on le fait avec, encore une fois, beaucoup de passion, puisqu'on est aussi investisseur immobilier. Et on va en parler tout au long de la conférence. Notre vision et l'objectif, c'était de simplifier les choses pour les investisseurs immobiliers. On n'a pas commencé que sur les expats. On n'est pas, moi, j'aime bien dire qu'on n'est pas une boîte à expats. On a repris un site qui s'appelle MyExpat, qui était spécialisé que pour les non-résidents. Mais moi, j'aime bien l'idée de se dire, ce qu'on veut, c'est que les gens fassent une bonne opération immobilière qui soit basée à côté et qui veuillent investir dans l'immobilier, donc dans la ville où ils habitent, en France, ou qui soient à l'autre bout du monde. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu l'image de ce resto à touristes, en fait. Et je me suis toujours dit, peut-être qu'une boîte, peut-être que j'ai tort, qui ne travaille qu'avec des expats, pourrait vendre sa sauce un petit peu comme un resto à touristes, va proposer des choses à des gens qui ne connaissent pas le marché. Nous, on a des clients qui habitent sur place, des clients qui habitent à distance,
Et ce qu'on veut, c'est vous permettre de saisir les meilleures affaires de ce qui existe sur le marché, que vous soyez, encore une fois, sur la porte à côté ou que vous soyez à l'autre bout du monde. Le point commun de plus entre nos clients, c'est qu'ils ne veulent pas forcément faire tout eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps. Ils veulent déléguer pour une raison X ou Y. Et j'aime bien dire aussi que ce qu'on fait, on essaie de bien le faire avec bien sûr de l'expertise, mais ce n'est pas infaisable. Si vous demain vous souhaitez vous passionner pour l'investissement immobilier, que vous souhaitez vous renseigner sur le marché, que vous souhaitez passer du temps à gérer les travaux et à apprendre ça, vous allez réussir à le faire. Et dans ce cas-là, je vous encourage à le faire tout seul, parce qu'on a des gens qui veulent faire tout seul les choses et déléguer. C'est un peu comme quand vous avez une voiture. Alors, il y a différents types de voitures. Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas réparer tout seul certaines voitures qui sont récentes. Mais les voitures plus anciennes, on peut apprendre sur Internet avec des tutos, mettre les mains dedans, passer ses week-ends à réparer sa voiture. Ou alors, on peut aller voir un garagiste qui a l'habitude de faire ça, qui va le faire plus vite. Bien sûr, ça a un coût. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'être pour vous ce garagiste expert à qui vous déléguez si vous avez encore une fois envie de déléguer. Le plan d'action pour réussir à investir dans l'immobilier rentable, c'est globalement toujours le même. Ça a évolué au fur et à mesure des années. Le marché évolue. On va en reparler après. Mais la recette est toujours globalement la même. C'est d'investir dans l'immobilier avec plusieurs étapes qui vont être toujours les mêmes, encore une fois. En un, on va définir ses objectifs. Dans la salle, on est en canicule à Paris, pour ceux qui nous regardent d'ailleurs. Donc, on n'a pas beaucoup de monde aujourd'hui dans la salle. On a plus de monde en présentiel. Mais ça commence toujours de la même façon. La dame qui nous a parlé de son projet tout à l'heure, elle souhaite investir dans Paris. Donc, c'est un projet plus patrimonial. On va avoir d'autres personnes qui vont chercher des projets plus basés sur le rendement et qui vont nous dire, je vais investir 250 000 euros, peu importe la zone. Ce que je veux, c'est avoir l'opération la plus rentable possible en étant sur un projet sécurisé. Il n'y a pas de bon ou de mauvais projet. Il y a un bon projet qui est adapté à vos critères. Donc, je dirais que l'étape numéro 1, ça va être d'être en mesure de définir avec vous vos critères d'investissement. Peut-être que vous adorez la Bretagne et qu'en fait, votre projet à vous, c'est d'avoir un pied-à-terre en Bretagne pour plus tard et que vous vous dites, je vais investir à Vannes parce que j'adore cette ville, le rentabiliser pendant quelques années, rentabiliser mon projet pour quand même rentrer de l'argent et puis demain, pouvoir en profiter. Si vous êtes passionné par la Bretagne et par Vannes, si je vous dis, non, n'investis pas à Vannes parce que la rentabilité n'est pas dingue, mais va plutôt à Roubaix, je prends un exemple, volontairement opposé, vous allez me dire, mais attends, Manuel, tu n'as pas compris mon projet. Je ne vais pas avoir un pied-à-terre à Roubaix, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est cadrer le projet, savoir quels sont vos objectifs, si c'est développer des revenus passifs, plus ou moins immédiats, selon l'apport que vous mettez, avoir un patrimoine plus pour la retraite, avoir peut-être un T2 pour plus tard vos enfants qui seront en tant que non-résidents, vous dites, ce serait bien que dans la culture française, il étudie à Paris. En plus, on a quand même des universités, grandes écoles qui sont attractives et qui ne sont pas chères, entre guillemets, par rapport au reste du monde, dans le coût des études. Donc, ça peut être aussi une stratégie. Et on a des clients expats qui nous demandent ça. Voilà, donc il y a autant de, j'ai envie de dire, il y a autant de projets que d'investisseurs. Et la première étape que vous devez faire, soit tout seul, soit avec nous, c'est de définir votre projet. La seconde étape, c'est de voir par rapport à votre budget ce qu'il est possible de faire quand on est non-résident. Et peut-être ça va répondre à votre question, mais on peut faire des projets, mais les banques vont vous demander en général plus d'apports. On parlera après des banques qui financent les expats ou pas. Hier, j'animais d'ailleurs hier soir une conférence en ligne avec un média confrère sur le financement et l'investissement des non-résidents aussi. Et on parlait des taux actuels et on est aujourd'hui sur des taux qui ont un petit peu baissé aussi pour les expats, entre 3,20 et 3,50 sur 20 ans. Alors, on peut faire un peu la grimace parce que sur des taux français, c'est plutôt élevé pour la France, je suis d'accord. Mais quand on regarde ce qui se pratique aux États-Unis, on est entre 6,5 et 7%. Et encore souvent, on a des taux variables. Quand on regarde ce qui se passe au UK, on est sur des taux qui sont entre 4,5 et 5, avec des taux qui deviennent variables au bout de quelques années. En France, on a énormément d'atouts sur la partie crédit immobilier. On pourra en reparler après. Une fois qu'on a trouvé le bien et qu'on l'a financé, ce n'est pas une obligation, mais on peut choisir de faire des travaux. Soit on fait des travaux parce qu'on se dit je vais acheter moins cher un bien décoté parce qu'il y a des travaux à réaliser. Soit on fait des travaux parce que c'est peut-être un pied-à-terre pour plus tard. On veut refaire le bien un petit peu à son goût. Et ça, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de satisfaction. Moi, j'adore voir des biens se transformer. Bon, le mieux, c'est quand on part sur des taudis et qu'on en refait des biens vraiment très jolis. Mais refaire un bien à son goût, choisir les matériaux, même si ce n'est pas forcément des matériaux de luxe,
ça peut permettre d'avoir quelque chose qui nous plaît. Et ça, c'est un grand plaisir quand on pense qu'on va utiliser le bien plus tard en pied-à-terre, par exemple. Et ensuite, c'est meubler, décorer le bien dans un objectif locatif et le mettre en location pour rentabiliser son projet, plus ou moins le rentabiliser, bien sûr, selon le lieu d'investissement. On va en reparler après. Tout au long de ces étapes, puisque c'est pas mal d'étapes, que ça va prendre en général un projet entre 4 mois au minimum s'il y a très peu de travaux et 9 mois. Pourquoi? Parce que les travaux vont prendre entre 2 et 4 mois et qu'en France, la partie financement notaire prend entre 3, mais plutôt 4 mois. Donc, on a déjà 4 mois incompressibles de délai financement, montage de dossier avec la banque. On s'arrache un petit peu les cheveux, on peut avoir des courtiers qui nous aident et passage chez le notaire à 2 reprises pour le compromis, ce qu'on appelle aussi la promesse de vente, et ensuite l'acte authentique le jour où vous devenez réellement propriétaire du bien. Donc, ça prend déjà 4 mois. Il y a un temps, bien sûr, pour la recherche du bien et un temps pour les travaux, l'ameublement, la décoration. Voilà. Donc, ça prend du temps. L'immobilier, c'est du temps long et on va en parler aussi tout au long de cette présentation. Donc, on gagne de l'argent à l'achat. Donc, c'est ce que j'ai mis quand on trouve le bien, on va chercher une opportunité. On utilise le levier du crédit, on va en reparler, pour financer son bien. Et ensuite, on crée de la valeur avec les travaux et on met en valeur le bien avec des photos professionnelles, des meubles qui donnent envie, pas forcément des meubles Roche-Beaubois si on loue à des étudiants jeunes actifs, mais en tout cas des meubles adaptés avec de l'équipement. On dit souvent, par exemple, qu'aujourd'hui, les étudiants, même à Paris, dans les petites surfaces, ne veulent pas aller à la laverie. On ne va pas leur dire, on n'en a pas mis de machine à laver, mais ce n'est pas grave, vous avez une laverie 10 minutes à pied. Ça, c'est plus l'usage. Ça l'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, une machine à laver, ça coûte 300 €. Il y en a même à 150, 200 €. On préfère mettre une machine à laver dans la cuisine et apporter plus de services aux futurs habitants, parce que plus il a de services, plus il est heureux dans votre logement, plus il va rester longtemps, payer cher aussi, en restant dans la réalité du marché, et plus vous allez rentabiliser votre bien dans la durée. Voilà. On le traite réellement comme un client, le locataire, et un client dont on veut qu'il soit heureux dans le logement. Donc ça, c'est les villes où on opère en France. Ce n'est pas exhaustif, on opère vraiment dans toute la France et on est capable d'aller à la frontière suisse sur Metz, Nancy, en passant par Lyon, Grenoble, Chambéry, en allant dans le sud. Par exemple, Toulon, c'est une ville qui fonctionne particulièrement bien et on fait pas mal de projets en ce moment en courte durée à Toulon. C'est une ville qui monte beaucoup. L'année dernière, c'est la ville qui a eu la plus forte augmentation des prix de l'immobilier, par exemple Toulon, dans l'année 2024. On a des villes aussi qui fonctionnent très bien, surtout pour les non-résidents, c'est toute la Côte d'Azur, des investisseurs qui veulent à la fois avoir un projet rentabilisé, rentable, mais également se faire plaisir sur un pied-à-terre. Qui n'a pas envie de posséder un bien à Cannes, à Nice ou près de Saint-Tropez selon vos goûts? Bien sûr, ça a un coût. Voilà. Ou à Paris, parce qu'on a des investisseurs qui veulent avoir un pied-à-terre à Paris, parce que Paris reste quand même une capitale mondiale avec une économie très forte. Par exemple, Paris, c'est environ 30% du PIB français. Paris est la région parisienne. Donc, ça attire et ça continue de drainer beaucoup d'argent pour la France. Et la tension locative est à son max. En revanche, à Paris, on a des rendements beaucoup plus faibles. Et plus on va dans des villes patrimoniales, plus le rendement sera globalement faible. Donc, il faut arriver à trouver le bon arbitrage et le bon équilibre financier pour votre projet. Quels sont les produits, maintenant qu'on a vu un petit peu les différentes stratégies, dans lesquelles investir? Si vous êtes dans une logique d'investissement, bien sûr, si vous me dites, Manuel, moi, j'ai énormément d'argent, j'adore le 7e arrondissement et le 6e arrondissement de Paris, comme on peut avoir des clients américains qui nous disent ça, je veux un 100 mètres carrés pied-à-terre dans le 7e, là, on n'aura aucun rendement. C'est clair et net. Si vous êtes dans une logique quand même d'investissement, on va toujours se tourner vers les mêmes types de produits, quelles que soient les villes en France. Studio, T2, donc des appartements plutôt de petite surface, puisque le loyer par mètre carré va être plus élevé. Et dans les grandes surfaces, on va se tourner vers des produits qu'on va exploiter en colocation. On peut faire des colocations, par exemple à Nice, pour être un petit peu plus rentable. Mais si vous achetez une grande surface que vous louez à une famille, vous ne serez jamais rentable. Cette règle, elle sera toujours respectée. Ensuite, on va se tourner pour les investisseurs qui veulent des projets peut-être plus gros, qui ne veulent pas être au sein d'une copropriété. On va se tourner vers des immeubles de rapport. Un immeuble de rapport, c'est un immeuble entier où tous les appartements sont à destination locative. Et ça dépend des zones géographiques. Ça ne sera en général pas dans Paris. Mais en région parisienne, on peut avoir des immeubles de rapport à partir de 300 ou 400 000 €, tout inclus. Donc, ce n'est pas forcément des projets énormes en valeur. C'est le prix d'un appartement parisien. Mais on va avoir plusieurs biens et ça va être intéressant parce qu'on est sur des produits d'investisseurs. On a la main sur la copropriété. On n'est pas embêté par des voisins qui nous disent
qui nous indique des règles au sein de la copro. On n'a pas de syndic, donc on ne paye pas de frais de syndic et on peut avoir également plus de rendement selon les zones dans lesquelles on investit. Enfin, dernière chose qu'on peut faire en termes de projet, c'est prendre des appartements qui sont peut-être plus grands et les diviser. Voilà. Par exemple, moi, c'est le tout premier projet que j'ai réalisé dans le 11e. C'était un appartement de 80 mètres carrés. Et en fait, en rentrant, à l'époque, d'ailleurs, pour vous raconter ma vie, en 2015, j'ai fait mon premier projet perso. On accompagnait déjà des investisseurs, mais on n'était pas encore finançable. Quand on crée sa boîte au début, les 3 premières années, c'est compliqué pour être financé. Et là, premier projet, j'étais avec ma compagne de l'époque, on voulait acheter 50 mètres carrés pour habiter. Et on a trouvé 80 mètres carrés. Et comme on s'est dit, c'est trop cher pour nous, mais le prix est très intéressant, il était à rénover, on s'est dit, on le coupe en deux, on vit dans 50 mètres carrés et on loue 30 mètres carrés à un locataire. C'est ce qu'on a fait, ça a hyper bien marché, puisqu'on a pu payer une partie du crédit grâce à ça. Et à la suite de ça, on s'est agrandi, j'ai eu des enfants, on a quitté l'appartement et on a mis les 2 appartements en location. Donc 2 appartements, ce qui fait un de 50, un de 30, qui génère énormément de loyer par rapport au fait que si on avait loué un seul appartement de 80 mètres carrés, on n'aurait jamais pu avoir autant de loyer en fait par mètre carré. Voilà. Donc la division d'appartements, c'est quelque chose qui peut être intéressant également, avec la condition qu'on respecte bien sûr les règles de la copropriété et bien évidemment que ce soit possible techniquement. Donc on va toujours regarder ce qui est faisable. Voilà. Maintenant, si on parle un petit peu de financement, parce que le financement, c'est un gros sujet pour les non-résidents. Donc, on va parler de plein de choses. L'objectif, selon moi, quand on a la possibilité d'emprunter, c'est d'utiliser au maximum sa capacité d'investissement et donc de financement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je vois plein de personnes qui sont souvent des cadres, des professions libérales, des chefs d'entreprise, qui ont la possibilité d'emprunter de l'argent auprès de la banque et qui en réalité ne le font pas. Plein de raisons. Hein. Souvent, c'est qu'on est pris par son quotidien, on a sa famille, ses amis, son travail, ses projets perso, et que l'investissement immobilier n'est pas la priorité. Je le comprends parfaitement. Mais si la banque est prête à vous prêter 200 000, 500 000, 1 million d'euros, bon, ça dépend de vos capacités d'endettement, et que vous ne prenez pas cet argent que la banque vous prête, eh bien concrètement, c'est comme si, c'est mon associé qui dit ça, chaque jour vous rentrez et vous voyez un tas d'argent sur la table et vous dites non, mais ça ne m'intéresse pas. Gardez cette image mentale, c'est vraiment le cas, puisque si vous empruntez auprès de la banque et que le projet est rentable, eh bien demain, enfin c'est même pas demain, c'est chaque mois qui passe, vous remboursez une petite fraction du crédit à la banque, chaque mois, chaque année qui passe, et cet argent qui initialement est à la banque qui vous le prête, eh bien il devient à vous. Donc ne pas utiliser sa capacité d'endettement, c'est dommage, parce que c'est franchement laisser de l'argent sur la table. Et nous, on s'est dit avec Michael à l'époque que chaque fois qu'une banque nous prêtait, on disait oui. Et on a investi comme ça dans énormément de biens. Nous, on est tombé dedans et c'est notre passion. Mais ce qui compte pour chacun des investisseurs, c'est d'aller aussi loin que possible dans l'investissement. Je prends l'exemple de mes sœurs, pour vous parler un peu de moi, pour personnaliser un peu la conférence. J'ai 2 sœurs qui sont dans le social, une petite et une grande, qui n'ont pas des revenus colossaux, puisque ma petite sœur, elle est éducatrice de jeunes enfants. Elle a choisi de travailler avec des enfants battus. Pour l'anecdote, elle s'occupait à l'époque même d'enfants à Paris 6e de célébrités du cinéma français. Mais elle m'a dit, non, moi ce que je veux, c'est donner mon temps pour des enfants qui n'ont pas eu de chance, entre 0 et 3 ans, qui ont été battus, placés, etc. Bon. Je suis dans une famille très sociale. Et à ce moment-là, elle a choisi finalement un métier où elle gagne peu. Mais elle m'a dit, là, je veux quand même essayer d'investir. Elle a acheté une studette à Paris de 10 mètres carrés, hein, ce n'est pas un truc fabuleux. Et ensuite, elle a vu que ça fonctionnait. Ensuite, elle a acheté un appartement à Chambéry, la ville où on a grandi. D'abord pour habiter, ensuite elle l'a mis en location saisonnière, parce qu'elle pouvait le faire. Et ensuite, elle a acheté encore un 3e bien, donc avec un petit revenu, en arrivant à convaincre les banques, avec un tout petit peu d'aide de mon papa, en apport aussi, hein, pour dire la vérité, elle a pu faire 3 projets. Ma grande sœur est professeure des écoles. Elle a acheté un immeuble de rapport à 350 000 euros. Pour elle, c'était un gros projet, en plus de sa maison, dans le nord de la France, voilà, qui est rentable avec 4 logements. Donc, ce n'est pas réservé que aux riches, mais c'est plutôt l'inverse. C'est avec du levier bancaire, on s'enrichit grâce à l'immobilier. C'est pas on est riche, on arrive, on dit j'ai 500 000 euros cash, j'achète cash. Bon, on peut aussi faire ça, bien sûr, si vous avez de l'argent à investir. Mais l'objectif, c'est d'arriver à développer votre patrimoine avec le levier bancaire. Pour ça, on va emprunter sur une durée relativement longue. Une des erreurs qu'on voit, c'est de se dire je vais emprunter sur une durée courte, comme ça, Manuel, je suis propriétaire le plus vite possible. Si vous faites ça, ça va vous bloquer pour réaliser d'autres projets. L'objectif de l'immobilier, c'est d'avoir une vision financière. J'emprunte sur une durée longue.
les intérêts d'emprunt, vous allez les passer en charge également et vous allez avoir plus de levier. Et aussi, l'intérêt, c'est que ces projets immobiliers ne viennent pas perturber votre quotidien. On va essayer d'équilibrer les opérations en mettant, quand vous êtes non-résident, quand même de l'apport, on va en parler, mais pas que chaque mois, vous ayez un effort d'épargne parce que parfois, j'ai des gens qui me disent je rembourse sur une durée courte et demain, je suis propriétaire au bout de 10 ans. Et chaque mois, je fais un effort de 1 000 euros, 1 500 euros et je peux le faire, Manuel, il n'y a pas de problème, j'arrive à épargner. Ma réponse, c'est toujours la même, c'est tu peux le faire aujourd'hui, mais demain, quand tes enfants seront en train de faire des études qui vont peut-être te coûter cher, bah, si tu as un changement de travail, si finalement ton travail, tu veux avoir la liberté de pouvoir changer pour quelque chose qui te plaît plus, peut-être moins rémunérateur, un accident de la vie, est-ce que tu vas être confort à rembourser 1 000, 1 500, 2 000 euros d'effort d'épargne mensuel? Bah, je pense que ce n'est pas forcément une bonne stratégie. Je préfère qu'on fasse un projet équilibré avec l'apport que l'investisseur peut mettre, de manière à ce que ça s'autoporte au maximum et que le patrimoine se développe un peu tout seul. Et j'ai toujours cette image, moi, de se dire, c'est un peu comme lancer une fusée, faire un projet immobilier, on met du carburant au départ, de l'apport, du temps quand même, parce qu'il faut trouver l'opération, suivre les travaux, structurer le bien. Mais une fois que c'est lancé, que c'est loué, la fusée va tourner toute seule, elle va être en orbite, un tout petit peu de boulot si le locataire s'en va, et c'est une agence qui peut le faire en général. Et on va pouvoir se concentrer ensuite. Vous allez nous dire, ça fonctionne. Il y a un côté magique quand même quand ça tourne. Et je vais relancer un nouveau projet. Voilà un petit peu l'idée. En matière d'emprunt, on va faire des durées par exemple de 20 ans. J'ai parlé de taux pour les non-résidents. Un résident fiscal français, parce qu'il y en a peut-être aussi, on va être autour de 3% aujourd'hui sur 20 ans. C'est orienté légèrement à la baisse. On peut espérer descendre un petit peu en dessous, mais on a moins l'espoir de descendre à 2% en toute franchise aujourd'hui. On pense qu'on va rester à peu près stable. La BCE baisse légèrement ses taux, mais il y a un petit peu de friction sur l'OAT à 10 ans, pour ceux qui connaissent la finance, donc sur le refinancement de la France, qui a un petit peu augmenté. Donc, on se retrouve sur quelque chose de stable entre 2,5 et 3,5% selon les dossiers sur 20 ans, selon que vous êtes résident fiscal français ou non résident. Et sur les niveaux d'apport, si vous êtes résident fiscal français, l'apport est beaucoup plus faible, on va être autour de 10% d'apport sur le projet. Si vous êtes non résident, la banque va vous demander en général de mobiliser entre 30 et 40% du projet, ce qui est important. Et quand je dis mobiliser, ce n'est pas forcément que de l'apport. Elle va vous dire parfois il y a 15% d'apport et il y a 15 à 20% ou 30% d'argent placé et nanti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est de l'argent que vous avez peut-être déjà sur des assurances vie. Enfin non, si vous êtes non résident, ce ne sera pas des assurances vie. Vous avez peut-être déjà de l'argent sur des placements, des comptes titres, par exemple, des actions sur des ETF, et vous allez rapatrier ces actions sur un compte titre au sein de la banque. Et la banque va prendre un nantissement sur le placement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la durée d'emprunt ou sur une durée négociée avec la banque, vous ne pourrez pas retirer les fonds. Ça va vous générer de l'argent, donc avec les actions vont monter, vous allez potentiellement toucher les dividendes, mais la banque ne va pas vous laisser retirer l'argent parce qu'elle va prendre ce montant en garantie. Donc, dans certaines banques, et notamment dans les banques privées, vous allez pouvoir parfois même faire des arbitrages, choisir les titres financiers détenus sur le portefeuille nanti. Donc, vous allez gérer ça exactement comme vous l'auriez fait dans une autre banque, sauf que vous n'allez pas pouvoir tout retirer parce que c'est cette garantie-là que la banque va actionner si demain vous ne remboursez pas votre crédit. Voilà, c'est la logique. Et la banque y gagne aussi également puisqu'elle va vous prendre des frais, bien sûr, sur ses placements, frais qui ne sont pas forcément démesurés, qui vont être plus élevés que dans une banque en ligne, mais qui vont être les frais équivalents que vous aurez dans une banque à l'étranger, voilà, en règle générale. Moi, j'aime bien ce type de montage parce que vous êtes gagnant à deux niveaux. Vous conservez de la trésorerie que vous investissez et que vous auriez peut-être de toute façon investi sur des titres financiers que vous pouvez choisir avec plus ou moins de choix selon les banques et selon les montants. Et vous touchez de l'argent sur ces titres financiers. Voilà, vous visez de la plus-value, du rendement, des dividendes. Et de l'autre côté, vous avez plus de levier bancaire puisque le réel apport mobilisé va être par exemple de 15% seulement sur l'immobilier. Le reste, c'est de l'argent qui est placé. Il est nanti, il est mobilisé, mais vous l'auriez placé. Donc, je préfère, moi, ce type de montage. Ensuite, il y a plein de conseils que j'ai mis dans cette slide. Donc, on emprunte sur une durée longue. On va, en France, pouvoir restructurer sa dette. Peut-être pour ceux qui nous regardent et qui ont déjà des crédits en cours, je ne sais pas si vous le saviez, mais vous pouvez activer ce qu'on appelle une clause de modularité. Quand on emprunte à titre personnel, sur simple demande à votre conseiller, donc sur simple message dans votre messagerie sécurisée, vous lui dites j'ai un crédit en cours que j'ai fait il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, bon, peu importe, je voudrais activer ma clause de modularité. Et bien, demandez-lui.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va rallonger l'emprunt que vous avez de, en général, 10% de la durée restante et baisser votre mensualité de 10% en conservant le taux que vous avez obtenu à l'époque. Ce qui est intéressant puisque c'est de l'argent. Par exemple, si vous avez eu un taux à 1,5% il y a quelques années, bah, vous allez pouvoir, c'est comme si vous réempruntiez à 1,5% sur 10% de la somme restante, voilà, que vous réétalez. Donc, si il vous restait 15 ans à rembourser, par exemple, sur un prêt de 20 ans à 1,5%, bah, vous allez rembourser non plus sur 15 ans, mais sur 15 plus 10% de 15 ans, sur 16,5 ans. Et votre mensualité qui était à 1 000 €, elle passe à 900. Je schématise, ce n'est pas aussi simple que ça, mais il n'y a pas de pénalité, pas de frais. Ça se fait sur simple demande. Vous avez un nouvel échéancier, un nouveau tableau d'amortissement qui va vous être transmis par la banque. Je l'ai fait moi sur tous mes crédits, tous ceux où j'ai pu le faire, et ça permet de libérer de la capacité d'investissement. Et je vous invite vraiment à voir l'immobilier comme une approche, enfin, dans une approche financière. L'argent que vous prenez aujourd'hui et que vous remboursez demain à taux fixe, bah, il a moins de valeur demain, l'argent, parce qu'on le voit, hein, Trump n'en peut plus, il veut absolument baisser les taux de la Fed et se remettre à imprimer au maximum, et c'est ce qu'il va d'ailleurs faire très bientôt, a priori, dans ses grandes annonces. Et donc, en fait, on voit que la valeur monétaire, la valeur du dollar est en train de s'effondrer, la valeur de l'euro aussi, par rapport aux actifs réels, tout augmente. L'or physique augmente, moi j'ai investi dans l'or. L'immobilier, bon, il stagne en ce moment, mais sur des temps longs, on va voir les courbes, il va réaugmenter, il n'y a aucun sujet. Il va augmenter parce qu'on a une inflation et une dévaluation monétaire. Et c'est le cas de tous les actifs, en fait, quand on regarde. Et donc, si aujourd'hui, vous avez un crédit que vous réétalez à 1,5%, c'est mieux de prendre l'argent aujourd'hui, de le replacer ou de vivre avec, et de le rembourser demain ou dans 20 ans avec un taux à 1,5%. Voilà. On va reparler après de comment on s'enrichit avec l'immobilier, avec l'effet de levier du crédit, mais vraiment, je vous invite à avoir une approche financière, durée longue d'emprunt. Je restructure ma dette, clause de modularité. Quand les taux baissent, je renégocie mon crédit. Moi, j'avais emprunté sur un de mes derniers crédits pour un appartement à Paris. J'avais emprunté à 4,30% sur le pic, donc au plus haut. J'avais très bien négocié le bien, mais j'avais négocié et je savais que le taux, j'allais le renégocier. J'ai déjà baissé de 4,30 à 2,85 avec le CIC. J'ai eu de la chance, j'ai renégocié au bon moment. Enfin, de la chance, je suis un petit peu averti, mais j'ai eu aussi de la chance parce que j'ai pu avoir un conseiller qui a accepté de me faire cette négo, mais ça m'a permis de baisser ma mensualité. Et dans la foulée, dès qu'il a accepté la renégociation, je lui ai demandé une modularité. Et je suis passé de 3 800 € de mensualité. C'est un appartement que j'ai payé 600 000 € à Paris, un appartement familial. Et je suis passé de 3 800 € de mensualité, 3 850. Et là, je passe à 3 200 après ces deux types de renégociation. Donc, c'est quand même pas neutre. Pour ceux qui n'ont pas encore quitté la France, puisque c'est le sujet de la maison d'expatriation, vous pouvez également présenter un dossier de financement en résidence principale. Vous avez tout à fait le droit de le faire. Ça, c'est une des astuces que je vous donne. Vous aurez de meilleures conditions. C'est ce que j'ai fait sur ce prêt-là. J'ai acheté un appartement dans lequel je ne voulais pas habiter, mais j'ai dit à mon conseiller, je pense y habiter avec ma famille. Et lui, ça ne lui change rien. Ce n'est pas illégal, hein, bien évidemment, je ne vous donnerai pas une astuce illégale. Mais lui, il va monter le dossier en résidence principale. Et derrière, vous avez le droit de changer d'avis en cours de projet. Ça ne change absolument rien. Et vous conservez le dossier monté en résidence principale. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour la banque de mieux négocier les conditions, et également parce que pour déroger sur les taux d'endettement, parce qu'il y a des normes sur les taux d'endettement, il y a plus de capacité pour votre conseiller à déroger sur le taux d'endettement quand vous êtes en résidence principale qu'en investissement locatif. Après, on peut acheter avec une société. Quand on est expat, on peut faire une société avec quelqu'un qui est résident fiscal en France, quelqu'un de votre famille ou un ami même, on peut le faire. Ça, c'est une des astuces aussi pour arriver à obtenir un prêt, parce que quand on est expat, ce n'est pas toujours facile. On répondra peut-être après aux questions. L'immobilier, pour moi, c'est un life changer. Pourquoi? Parce que je pense vraiment que quand on a du patrimoine immobilier qui travaille, pour vous, ça vous apporte de la sérénité. Ça paraît couler de source, mais lancer son système immobilier et avoir des revenus, je ne vous dis pas que vous allez devenir, que vous allez vivre de votre immobilier. Il faut investir beaucoup en immobilier pour en vivre, en toute honnêteté, parce qu'il faut que ça génère des gros loyers et il y a de la fiscalité. Donc, je ne vais pas vous dire quittez votre job, investissez 500 000 € dans l'immobilier, vous êtes riche demain et vous vivez de l'immobilier, c'est magnifique. Ça ne se passe pas comme ça. En tout cas, ce n'est pas ce que je crois. En revanche, ce qui est sûr, c'est que investir dans l'immobilier de manière régulière et utiliser votre capacité d'endettement, ça vous permettra demain d'avoir une poche d'argent disponible pour faire d'autres projets, soit pour avoir des revenus complémentaires à votre retraite, soit pour potentiellement loger un enfant ou des enfants, soit pour faire pour avoir une réserve financière au service de votre vie. Et je pense
que c'est un des placements les plus sécurisés, avec peut-être certains titres en bourse, mais même ça, moi je ne suis pas très fort en bourse, donc je suis peut-être un mauvais exemple, mais même ça, on voit que les cours des entreprises varient. L'immobilier dans une ville demandée, comme ça peut être le cas à Paris ou dans des zones recherchées, bah, les prix sur du long terme ont tendance à augmenter de manière constante pour une raison que j'ai évoquée. Voilà, j'ai mis quelques raisons d'investir dans l'immobilier, on en a tous. Moi, si je me suis lancé au départ, c'est que je viens d'une famille d'agriculteurs, mes grands-parents étaient agriculteurs, et j'ai un attachement à la terre. Et je me suis toujours dit, si j'arrive à avoir du patrimoine, je pourrais en faire des choses. Je peux potentiellement même en donner à mes neveux et nièces. Je pourrais avoir des revenus pour les aider dans leurs études, parce que les enfants de mes sœurs, s'ils disent je veux faire HEC, je ne peux pas. C'était ça, moi, ma motivation. Ce n'était pas forcément d'acheter une Lamborghini, même si c'est cool. Mais je me disais, si demain j'ai des enfants ou les enfants de ma famille qui veulent faire des choses, des études, des choses importantes et qui n'en ont pas les moyens, j'ai envie d'être ce tonton, peut-être c'est aussi par orgueil, qui peut donner un coup de pouce à un moment. Et je vais vous dire, une des premières grosses dépenses que j'ai fait il y a quelques années, qui est le meilleur investissement de ma vie, c'est qu'en plein Covid, j'ai creusé une piscine pour ma grande sœur qui habite près d'Agen et qui a 3 enfants. Et je lui ai offert une piscine creusée en plein Covid, ça coûtait 40 000 euros, je crois. Et j'ai pu le faire et ils en profitent tout le temps. C'est une zone où il fait très chaud. Et voilà, c'est des petites choses comme ça. Et j'ai pu le faire parce que j'avais fait une plus-value sur un mail que j'avais revendu aussi. Et c'est, voilà, chacun ses motivations, mais ça, c'était les miennes. Aujourd'hui, en tout cas, on le voit, en termes de retraite, tous les 6 mois, on nous dit les retraites, ça ne fonctionne plus, le système est exsangue, il va falloir travailler plus longtemps. Là, j'ai vu hier que je crois que c'est en Suède d'ailleurs, où la retraite est passée à 70 ans. Je suis quasiment sûr que c'est Suède ou un pays nordique. J'ai vu passer une news parce qu'on a une dame qui est expat en Suède qui est avec nous. Mais j'ai vu aussi qu'en France, on n'arrive pas à équilibrer le modèle à cause du papy boom. Ça, c'est un fait. Donc, je ne dis pas que les retraites vont disparaître, sinon il y a une révolution française à nouveau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'on a moins d'indexation, plus d'impôts. Donc, on vient raboter pour arriver à équilibrer un système. Et on a moins de confort. Et l'objectif, c'est peut-être d'avoir une retraite, vous en aurez une, je vous le souhaite, par votre travail, mais aussi une retraite complémentaire pour conserver un certain niveau de vie intéressant. Je ne suis pas là pour vous faire peur après sur d'autres sujets. Moi, je regarde beaucoup les sujets d'intelligence artificielle et d'IA, et je pense qu'il va y avoir des gros changements de société même, parce qu'on sait qu'on va avoir des emplois de cadre qui vont être supprimés, donc les machines vont tous nous remplacer. Mais en tout cas, c'est intéressant, je pense, d'avoir des revenus passifs et d'avoir des actifs qui travaillent pour vous demain dans un monde qui est en tout cas en mutation, ça c'est sûr. Sur le financement, on a dit que les taux d'emprunt, ils peuvent être, dans le meilleur des cas aujourd'hui, à 2,80, c'est entre 2,80 et 3 pour un résident fiscal français, plutôt entre 3,20 et 3,50 pour un non-résident. Les conditions de crédit, les banques demandent en général un CDI ou équivalent. Donc, je sais que quand on est expat, on ne parle pas de CDI, mais c'est un emploi où vous allez pouvoir justifier que c'est un emploi de long terme en règle générale. Vous pouvez nous consulter si vous êtes expat, que vous souhaitez être aidé sur le financement. On vous mettra en lien avec des gens qui savent financer les expats. C'est un petit peu compliqué, le financement. Ce n'est pas la partie la plus sympa, mais ça se fait. Donc voilà, accrochez-vous. En revanche, en général, les banques vont en général vous demander des taux d'endettement qui ne sont pas trop lourds. Encore une fois, n'hésitez pas à nous consulter, même si vous vous dites je ne suis peut-être pas dans les critères. On va faire le max, on va vous mettre en lien et sans aucun engagement de votre part avec des gens qui pourront analyser votre dossier gratuitement et vous dire si oui ou non il y a des solutions de financement. Les banques vont toujours demander pour un expat d'avoir de l'apport. Et mon conseil, c'est soit de vous adresser à des opérateurs spécialisés, courtiers spécialisés expat, on peut vous mettre en relation, ou des banques spécialisées expat, on peut vous mettre en relation. Mais le meilleur des conseils, c'est d'abord de vous tourner vers votre banque française. Si vous aviez une banque quand vous étiez en France, elle peut vous financer. Et si elle vous connaît, vous avez peut-être encore des comptes ouverts, c'est toujours le plus simple. Et on a parfois des banques, notamment mutualistes, Crédit Mutuel, CIC, qui sont géniales parce que comme elles sont locales et qu'elles décident en agence, elles sont capables de vous suivre sur des projets, même si vous êtes expat. On a aussi des contacts des fois dans le sud, une super bancaire chez BNP, qui a la main, qui peut décider de vous suivre sur des projets spécifiquement dans le sud parce qu'elle a la délégation. Elle a le pouvoir de décider si elle croit en votre projet, mais ils vont en général toujours vous demander des contreparties. Et qu'est-ce que sont les contreparties pour un banquier? Le banquier va regarder la situation globale qu'il a avec vous. Donc, il va vous demander des choses toutes bêtes. Une assurance habitation prise au sein de la banque. Ça ne coûte pas plus cher d'ailleurs que d'aller chez Allianz ou AXA. Mais
il va signer un contrat de plus avec vous. Donc, il crée une relation. Parfois, le banquier peut vous dire, je voudrais que vous ouvriez un livret pour vos enfants. Moi, on m'a demandé ça déjà. Je dis, mais pourquoi tu veux que j'ouvre un livret pour mes enfants? Tu ne vas pas gagner d'argent. Il me dit, non, mais en ce moment, on est sur les livrets pour les enfants parce qu'on vise la fidélisation long terme. En ouvrant le livret enfant, je coche ma case, mes objectifs du mois, et je peux dire à mon comité de crédit, regardez, c'est un bon client fidèle, il a ouvert des livrets pour ses enfants, il a son assurance habitation. Voilà. Et ils me disent même directement, certains banquiers, mais tu peux fermer le livret plus tard, je m'en fous. Mais aujourd'hui, ça va faciliter le dossier. Voilà, donc essayez d'écouter votre banquier ou votre courtier, de ne pas vous dire la banque, comme je vois, j'ai beaucoup vu cette erreur en 15 ans, le banquier est un salaud, en plus les taux sont élevés à 3,5%, il se gave. Parfois, j'ai des gens qui ont ce discours, ce n'est pas vrai. Le crédit immobilier est un produit d'appel. En France, on a la chance d'avoir des banques qui sont beaucoup encadrées par l'État. Vous me diriez, le banquier est un vautour. Aux États-Unis, vous êtes face à JP Morgan, ça va, je ne bosse pas avec eux, je peux le dire. À chaque taux de change, ils vous mettent des commissions hallucinantes. Un jour, je vais acheter une montre aux États-Unis. Pour l'anecdote, ma toute première montre. J'étais tout content. J'étais un jeune entrepreneur. Et quand j'ai fait le taux de change avec mon ex qui est américaine, je me suis dit, en fait, c'était plus cher que de l'acheter en France, quoi. Ils m'ont pris 10% sur l'opération quasiment. Parce que les banques américaines ne sont pas encadrées. Elles veulent gagner de l'argent et elles ont le droit de le faire. Tant mieux pour elles. Mais elles sont derrière sur des taux à 7%. Elles sont sur des frais bancaires très élevés. Ce n'est pas le cas en France. En France, vous êtes protégé par la loi, donc profitez-en. Vous pouvez renégocier votre crédit, vous pouvez renégocier votre assurance emprunteur. Ils ne peuvent pas vous en empêcher. Vous pouvez utiliser la clause de modularité qui est prévue au contrat pour les particuliers. Vous avez des taux d'intérêt qui sont fixes. Vous empruntez à taux fixe. C'est juste une chance énorme, puisque j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais votre mensualité est fixe. Donc, pendant les 20 prochaines années, vous allez rembourser le même montant. Or, chaque année, votre loyer encaissé est revalorisé avec ce qu'on appelle l'indice IRL, qui suit en général l'indice de revalorisation des loyers. C'est encadré, mais certaines années, c'est plus 3,5%. Vous avez un loyer à 1 000 euros. L'année suivante, ça ne fait pas plaisir aux locataires, hein, mais ça fait plaisir aux propriétaires. L'année suivante, c'est plus 1 000 euros, c'est 1 035 euros. Votre mensualité de crédit, elle est fixe, elle n'évolue pas avec l'inflation. Et elle peut même baisser avec la clause de modularité et avec la renégociation et la négociation de l'assurance emprunteur. Donc, vous voyez, donc, en tant qu'investisseur, vous allez avoir la valeur de votre bien qui augmente, on va le voir après, sur la durée avec la dévaluation monétaire avec l'inflation, votre loyer qui augmente avec l'inflation et votre mensualité à taux fixe qui ne peut que baisser si vous négociez. Donc, on est gagnant et on s'enrichit dans une logique financière. Les facteurs à prendre en compte. Donc, je l'ai dit, mais je ne le redirai jamais assez, même si vous avez du cash, utilisez quand même, si possible, du levier bancaire, même quitte à mettre 50% d'apport. Si vous me dites, Manuel, je vais mettre beaucoup d'apport parce que j'ai du capital et je veux me protéger de l'inflation. Je ne veux pas garder mon capital, mon cash en banque, pourquoi pas. Mettez quand même de l'apport, mais essayez de prendre de l'argent à la banque, d'emprunter. Investir idéalement dans un bien dans l'ancien avec travaux, puisque je l'ai dit, les travaux, bon, ça peut faire peur, ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est ce qui va vous permettre plein de choses. En un, vous allez pouvoir acheter potentiellement moins cher. En deux, vous allez refaire exactement l'appartement que vous voulez avoir, et ça, c'est hyper important. Et en trois, vous savez la qualité des travaux que vous avez réalisés. Quand on achète un bien rénové, parfois, on peut tomber sur un bien vendu par un marchand qui a fait du cache-misère, des travaux low cost, des matériaux qui ne sont pas hyper qualitatifs, des choses qui ne sont pas toujours aux normes. Et donc, on va acheter quelque chose qui ne sera pas toujours durable. Si vous faites des travaux vous-même, quand je dis vous-même, si vous déléguez des travaux, vous allez avoir un cahier des charges bien établi, vous allez choisir les matériaux. Vous n'allez pas prendre forcément des matériaux de luxe, mais vous allez choisir les matériaux et vous allez avoir une plus-value potentielle sur ces travaux et vous allez être tranquille pendant 10, 15, 20 ans avec une nouvelle plomberie, une nouvelle électricité, un nouveau parquet, etc. Il faut savoir aussi que les travaux, selon le régime fiscal que vous choisissez, vous allez pouvoir les amortir sur la durée, donc ça va gommer de la fiscalité. Donc quand vous dépensez 20, 30, 40 000 euros de travaux, ça dépend de la taille du bien et des travaux à réaliser, ce n'est pas ce que ça vous coûte, c'est ce que vous investissez et vous allez pouvoir le financer également à crédit sur des durées longues, puisque ça se finance avec le bien. Et en plus de ça, vous allez pouvoir remettre votre bien aux normes énergétiques, c'est un gros sujet aujourd'hui en France. Vous allez pouvoir repartir sur des bases saines pendant longtemps et vous allez pouvoir amortir vos travaux fiscalement, donc alléger les travaux. Justement, si on parle du régime fiscal, donc le régime fiscal le plus adapté, il varie globalement selon les pays. On a deux types de façons d'investir en France globalement. On a deux types. Soit on achète le bien en direct, seul ou en indivision. Donc là, c'est votre nom ou votre nom plus celui de votre conjoint ou votre nom plus celui d'un ami
sur l'acte de propriété. Donc là, vous êtes propriétaire en nom propre, ok, soit vous achetez le bien à travers une société que vous détenez. Ce n'est pas vous qui êtes propriétaire du bien. Alors, je parlais juste avant d'un de mes biens que j'ai à Paris, là, du loft. Je ne possède pas ce bien. Pourtant, j'y ai habité. Mais ce bien, je possède une entreprise qui elle-même possède le bien. Et quand j'habitais dedans, l'entreprise en question me louait le bien à titre personnel. Là, on est sur des montages un peu plus complexes. Ce ne sera pas votre cas. Mais vous avez le choix soit d'acheter le bien en direct en nom propre, seul ou en indivision, hein, donc un nom ou plusieurs noms sur l'acte de propriété, soit d'acheter le bien à travers une société. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Si vous achetez le bien en direct, il y a deux types de régimes fiscaux selon que vous le louez nu ou meublé. C'est la fiscalité française. Si vous le louez nu, globalement, ne le faites pas. Ce n'est pas intéressant. C'est des revenus fonciers et vous allez être lourdement fiscalisé. Donc ça, déjà, on oublie. Achat en direct, location nue, on essaie d'oublier. Si vous achetez le bien en direct ou vous avez des biens en direct, je vous invite à le louer en location meublée. C'est ce qu'on appelle la location de type LMNP, donc loueur meublé non professionnel, ou LMP selon votre niveau de loyer. Et là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir neutraliser la fiscalité. Comment? Parce qu'en fait, on va amortir le bien, amortir les travaux, amortir l'ameublement, et ensuite, on va passer des choses en charge et des choses en déficit. Globalement, je ne suis pas dans un cours de fiscalité. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous allez avoir des loyers entrants qui sont fiscalisés en France, en théorie. Mais ces loyers entrants, avant de les fiscaliser, l'État va passer des choses en amortissement, en charge, etc., en déduction. Et à la fin, vous avez un loyer à 0 € pendant de très nombreuses années. Et ce loyer à 0 €, dessus, vous allez payer un impôt, donc pas d'impôt. Pour faire très simple, c'est ça la logique. Je vais parler après de la fiscalité internationale, selon le pays où vous êtes. Ensuite, on a la deuxième façon d'investir, c'est d'investir en société, donc SCI, Société Civile Immobilière, ou à travers une société commerciale, que je vous conseille sera soumise à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Et là, c'est une logique d'entreprise, concrètement. Comme le bien dont je parlais, je possède à travers une SCI à l'IS, les loyers arrivent dans la société. Donc là, je peux faire du nu, du meublé, peu importe, l'argent rentre. Et cet argent, pareil, je vais amortir le bien, avoir des charges, etc. Donc là, il y a un bilan qui est fait par mon comptable en fin d'année. Et au départ, je ne vais pas avoir de bénéfices imposables. Et le jour où je suis bénéficiaire, eh bien, je vais avoir un impôt sur les sociétés à seulement 15%, jusqu'à environ 40 000 € de bénéfices. Donc, on va passer des charges, etc. Et ensuite, l'argent n'est pas à moi, il n'est pas à Manuel Ravier, il est à la société. Donc, j'en profite pas. En tout cas, pas directement. Mais par contre, je contrôle le bien. Je peux demain le transmettre à mes enfants. Je peux potentiellement, c'est plus ou moins accepté, utiliser le bien. Ce n'est pas vraiment quelque chose de 100% officiel, mais si vous louez un Airbnb, à certains moments, vous pouvez très bien vous dire, en pied-à-terre, une partie de l'année, je l'occupe. Voilà. Vous êtes censé, si vous faites ça fiscalement, je dis quand même, payer un loyer à la société. Mais bon, dans les faits, si vous êtes là quelques jours par an, vous en profitez, personne ne va venir vous embêter là-dessus. Ensuite, concrètement, le jour où vous avez des revenus locatifs au sein de cette société, vous allez tout simplement vous les verser sous forme de dividendes. Et l'avantage, c'est que vous pouvez les verser quand vous êtes, par exemple, à la retraite ou quand vous avez des revenus qui baissent pour compléter. Et là, vous allez avoir une flat tax dessus, donc des allègements par rapport à de la fiscalité personnelle. Voilà. Ce n'est pas idéal. Le jour où vous revendez un bien en SCI-LIS, vous l'avez amorti, vous avez plus d'impôts lors de la revente. Mais en tout cas, c'est un des moyens pour développer un gros patrimoine et se protéger de l'impôt personnel. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, OK, ça c'est pour les impôts en France. Donc, en direct, on a les revenus fonciers ou les revenus BIC, donc LMNP, LMP, donc meublés. En société, on a des revenus au sein de la société. Maintenant, si j'habite au UK, si j'habite aux États-Unis, ou peu importe, ou à Dubaï, ou à Hong Kong, ça va dépendre en fait dans quel pays vous habitez et la fiscalité ne sera jamais la même. Puisque ça va dépendre du pays, comment lui va traiter les revenus immobiliers. Par exemple, aux États-Unis, les Américains ont un système d'amortissement qui n'est pas le même que la France. Les durées sont plus longues, mais on va quand même pratiquer des amortissements. Donc, comment ça se passe? Le fisc américain va vous dire, OK, en France, vous n'avez pas payé d'impôt parce que vous avez amorti le bien, les charges, etc. Vous avez passé en amortissement, en charge, en déficit, donc pas d'impôt. Ils vont regarder ce que vous auriez payé aux États-Unis et potentiellement vous faire payer la différence. Convention de non-double imposition, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous n'allez pas payer deux fois. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas payer. Si vous êtes au UK, par exemple, malheureusement pour vous, si vous êtes en direct, là je vous conseille plus d'acheter en société, si vous êtes au UK, parce qu'en société, la fiscalité est plus favorable. Mais si vous détenez de l'immobilier en direct, le UK, en Angleterre, on va vous dire, OK, c'est bien, vous n'avez pas payé en France, on va vous prendre de la fiscalité en Angleterre.
Si vous êtes à Dubaï, évidemment, c'est très intéressant sur la fiscalité pour nos clients à Dubaï, puisque vous ne payez pas en France et à Dubaï, l'impôt est à zéro ou quasiment. Enfin, c'est un peu plus compliqué, mais pareil à Hong Kong ou à Singapour ou des destinations comme ça. Donc, il faut que vous regardiez dans le pays où vous êtes, éventuellement que vous demandiez à votre comptable qui vous êtes sur vos impôts, quelle va être l'incidence d'avoir ces revenus locatifs en France qui ne sont pas fiscalisés en France, en tout cas pendant environ 10-15 ans, ça va dépendre des projets que vous réalisez. Voilà, donc choisir le bon régime fiscal et ensuite détenir dans le temps. Moi, je le dis toujours, mais l'immobilier, et j'ai rencontré dans ma carrière des investisseurs âgés aussi, qui n'ont pas investi avec nous, mais qui nous ont confié beaucoup de biens en gestion. Je pense notamment à un vieux monsieur, mais c'est très affectueux dans ma bouche, qui nous a confié à l'époque, quand je l'ai rencontré, un peu un dandy à la française, qui descend d'une grande lignée de traders, qui possédait des usines d'aviation en Europe et tout, ses grands-parents. Et ils ont acheté énormément de patrimoine. Et ce monsieur n'a pas de descendants. Donc, il a un patrimoine fabuleux et c'est un vrai amoureux d'immobilier. La première fois que j'ai rencontré, il nous a confié en une fois, par recommandation, une vingtaine de biens à gérer, donc en gestion locative, qu'il n'a pas acheté avec nous. Et ça, moi, il m'a beaucoup inspiré, parce que c'est quelqu'un déjà de très gentil. Et il possède des biens depuis toujours, mais aussi par plaisir. Il continuait même d'en acheter. Et un jour même, on m'a appelé, on m'a dit, c'est le maire d'une commune en région parisienne. Je dis, comment je peux vous aider? Ce monsieur, on ne dit pas le nom, nous a offert des biens. Comme il sait qu'il n'a pas de descendants, il a offert des biens à sa commune pour faire des projets. Donc, je trouve ça juste fabuleux. Et si je vous parle de lui, c'est qu'il m'a expliqué sa stratégie, en fait, et la stratégie de sa famille, puisqu'ils ont acheté même des biens, je crois que son plus gros bien, c'est 3000 m² à Paris 6e, donc un énorme bloc haussmannien, ça doit valoir 25 millions, 30 millions d'euros. Donc, une fortune familiale absolument énorme. Et en fait, ils ont toujours acheté et jamais vendu. Et en immobilier, quand on s'enrichit, c'est quand on ne revend pas. C'est garder, en fait. Tant qu'on peut, il faut conserver, puisque une fois que le bien est payé, on a beau vous prendre des impôts dessus, si vous avez une stratégie intelligente de location, etc., d'entretien, de location, de valorisation de votre patrimoine, c'est du travail. Ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas comme un titre en bourse, mais c'est aussi attachant. Et vous avez un patrimoine à transmettre à vos enfants. Et vous avez un patrimoine qui travaille pour vous. Et nous, c'est comme ça qu'on essaye d'accompagner nos clients, de se dire, parfois, il faut vendre. Il faut vendre parce qu'on a un autre projet. Mais quand vous vendez, essayez de re-rentrer sur le marché. Parce qu'on a des clients qui, des fois, ont revendu. Et pendant quelques années, ils font plus rien en immobilier. Et en fait, cet argent-là, il ne travaille plus, quoi. Et des fois, le marché repart à la hausse. Je crois que j'ai mis des courbes d'évolution. Bon, là, on est sur un moment, on voit où on a consolidé. Le marché a légèrement baissé sur les 3 dernières années. Là, il se stabilise. Mais vous voyez, quand ça baisse, après, ça a tendance à augmenter. Et encore là, c'est les statistiques des notaires de France sur 25 ans. On voit l'évolution. Vous voyez, on est passé d'un indice, c'est des indices, indice 35 à peu près, à un indice 130. Donc, ça veut dire que ça a fait plus de x3. Et si on regarde sur des temps longs, du fait de la dévaluation de la valeur monétaire, encore une fois, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pareil sur les actifs physiques comme l'or physique, c'est pareil sur les actions en bourse, c'est pas que l'immobilier, mais on a tendance à augmenter en continu. En revanche, ce qui change beaucoup, moi j'ai acheté de l'or avant la guerre en Ukraine parce que j'avais peur de la dévaluation de la monnaie. J'ai eu de la chance, malheureusement pour l'Ukraine, j'ai eu de la chance sur la valeur de l'or. Mais contrairement à l'or, l'immobilier va vous générer des loyers. Ce que j'ai acheté en or qui est détenu dans des coffres, dans des banques, parce que ça fonctionne comme ça, vous pouvez acheter de l'or physique, ils vous font un contrat, ils le gardent eux-mêmes, vous ne le voyez même pas. Eh bien, vous voyez la valeur de l'or augmenter, vous dites c'est génial, j'ai fait plus 40%, ou même plus 50%, non, plus 80%, je crois que j'ai fait. Ouais, c'est ça, j'ai fait plus 80% en 5 ans et demi, c'est super, et c'est plus que l'évolution de l'immobilier sur 5 ans et demi en l'occurrence. Sauf que l'immobilier, chaque année, va vous générer les loyers plus l'évolution des prix. Si vous gardez sur un temps long. Et ça fait une grosse différence. Parce que l'or, je l'ai acheté avec mon cash. Je crois qu'il va falloir que je finisse. Je suis passionné. Mais l'or, je l'ai acheté avec mon cash, alors que l'immobilier, j'achète avec l'argent des autres. Je finirai peut-être là-dessus. L'argent de la banque, qui n'est pas mon argent. La banque m'a toujours presque tout prêté. Et je fais rembourser le crédit de l'argent prêté par la banque par quelqu'un d'autre, le locataire, contre un service, bien sûr, que je lui fournis. Et donc, ça fait une grosse différence. J'avais fait un petit comparatif rapide, petite ville, grande ville, mais je vais peut-être finir là-dessus. En général, les petites villes, vous avez plus de rendement, des tickets d'entrée plus accessibles. On peut acheter dans certaines villes de France, et c'est pour ça que je dis que l'immobilier, c'est pour tout le monde, des appartements à partir de 50 000, 60 000 euros. C'est-à-dire qu'avec quasiment aucun apport, on peut investir, et il faut le faire. Il ne faut pas toujours se comparer. Des fois, on me dit, Manuel, tu as acheté énormément de biens. Oui, mais moi,
chef d'entreprise, j'ai la chance que ça fonctionne bien, et en plus, c'est mon métier, et en plus, j'ai aussi beaucoup emprunté avec des taux plus bas, on en parlait tout à l'heure. Mais ce qui compte, c'est de démarrer, quelle que soit votre capacité d'endettement, et d'investir, parce que ça vous sera utile plus tard. Et les grandes villes, plus facile à revendre, plus de liquidité, plus de plus-value potentielle, en tout cas, c'est ce qu'on a vu dans la durée, et des taxes foncières plus faibles. Voilà, bon là, je vous ai mis un comparatif, on vous enverra peut-être la présentation. Je vais finir là-dessus. On peut avoir des stratégies plus rendement, des stratégies plus patrimoniales. Là, on voit que quand on achète à Paris un 28 mètres carrés, par exemple, dans le 11e, là où on a nos bureaux, quand on rajoute tous les coûts, notamment les frais de notaire à 8%, on refait l'appartement, on le meuble pour un bien entièrement rénové, refait à neuf, on a des rendements à 4%. Donc, ça ne fait pas rêver sur le rendement, on en parlait tout à l'heure. Mais néanmoins, on a un actif patrimonial. Quelques réalisations, il y en a plein sur le site. Bon, je vais finir là-dessus. On vous enverra la presse. On essaye vraiment, par contre, ça c'est important, d'optimiser les espaces avec à chaque fois des espaces de vie. Chaque espace, quand on rentre dans un appartement, on se dit, là c'est le coin cuisine, comment l'habitant, le locataire ou demain peut-être mon enfant étudiant va profiter de ce coin et comment on va l'optimiser pour qu'il ait le plus de place possible dans l'espace, même si on est sur des petites surfaces, et que ça soit fonctionnel. Voilà, je vous invite à réfléchir comme ça. Voilà. J'ai encore beaucoup de slides, on va finir là-dessus. Si vous souhaitez passer à l'action ou si vous souhaitez plus de conseils, on a plein de vidéos aussi sur YouTube. Je vous invite à prendre un rendez-vous, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Nos conseillers vont voir avec vous ce qui est faisable, vous montrer également des réalisations selon vos critères. Et puis, on verra si notre accompagnement est adapté peut-être à ce que vous cherchez ou pas. Dans tous les cas, que vous investissiez seul ou avec nous, je vous invite à monter le plus tôt possible dans le bateau immobilier parce que chaque mois qui passe, c'est un loyer que vous n'encaissez pas. Parce qu'on voit que sur du temps long, les prix augmentent aussi. Chaque mois qui passe, c'est une mensualité que vous ne remboursez pas, j'ai déjà dit. Et que si les taux baissent demain, là on dit qu'on a 3, 3,5, peut-être que si ça rebaisse demain dans 5 ans à 1%, à 1,5, vous pourrez le renégocier. Par contre, les prix d'aujourd'hui vont, a priori, continuer d'augmenter demain avec la dépréciation monétaire. Et donc, rentrer dans le bateau demain, c'est plus compliqué que de rentrer aujourd'hui. Voilà. Je vous invite à passer à l'action pour vous, vos proches et votre retraite. Merci à tous. Je vais prendre des questions maintenant. Merci beaucoup. On a quelques questions en ligne. Si on vit à l'étranger, est-ce qu'en location meublée, le microbic n'est pas plus intéressant que le LMNP, sachant que notre taux marginal d'impôt peut, si j'ai bien compris, être à 0% ou 11%, comme notre salaire est hors France? Alors, quand on est au microbic, non, le taux d'imposition n'est pas à 11. On a toujours un taux d'imposition qui est au minimum à 20%. Il y a un espèce de forfait avec en plus, selon qu'on est dans l'espace économique européen ou pas, un impôt additionnel. Je ne veux pas vous dire de bêtises sur quand on est dans l'espace économique européen ou hors, mais on a globalement la CG-CRDS à payer de 17%. Je crois qu'on est à 8% quand on est dans l'espace économique européen. Donc, on est à soit 28, soit 37%. Pas du loyer entrant, c'est important, mais du bénéfice imposable ou du microbic, donc de 50% des revenus. En microbic, globalement, vous allez payer sur 50% des loyers. Donc, il y a un abattement de 50% pour ceux qui ne connaissent pas. Et si vous êtes au réel, eh bien, vous allez avoir 100% d'abattement avec le système que j'ai expliqué d'amortissement et de charges. Moi, j'ai tendance à conseiller à chaque fois plutôt d'être au réel, mais chaque situation s'étudie. Et bien sûr, si vous détenez le bien depuis très longtemps, que vous n'avez plus d'intérêt d'emprunt, que vous avez tout amorti, là, si vous avez la possibilité, passez au micro-BIC, bien évidemment. Ensuite, nous avons une autre question. J'ai un crédit pour résidence principale dans mon pays d'expatriation. Est-ce que cela peut être un élément bloquant pour obtenir un crédit auprès d'une banque française? Alors, en général, les banques vont vous demander de prendre en compte la totalité de la situation. Donc, oui, elles vont regarder le crédit de la résidence principale. Je sais que ça dépend des banques, ça dépend des pays. Parfois, certains investisseurs ne montrent pas tous les crédits et les banques ne regardent pas toujours tout. Donc, ça dépend de la situation. C'est vraiment du sur-mesure le crédit. Essayez de voir déjà si vous avez une banque en France, de la solliciter pour voir avec elle, en étant bien sûr transparent. Je ne dis pas de cacher. Et si ça coince, contactez-nous et essayez de regarder avec des courtiers spécialisés et avoir leurs conseils aussi. Parce que les courtiers spécialisés vont regarder en temps réel quelles sont les banques qui ont de l'appétence. En fait, il n'y a pas de règles figées pour le financement, même si vous êtes résident fiscal français. À certains moments, certaines banques vont dire, le LCL va dire, je veux faire du crédit immobilier, j'ai des objectifs dessus, je vais être agressif sur les taux, je vais financer. Et à d'autres moments, ils vont quand même financer, mais ils vont être moins agressifs sur les taux, ils vont avoir moins d'appétence. Et le rôle d'un courtier en crédit, qu'il soit pour les expats ou pas, ça va être de trouver la banque qui en ce moment a de l'appétence
et qui va être capable de financer votre dossier. Voilà, donc on peut vous mettre en relation là-dessus. Est-il possible d'acheter un bien avec une micro-entreprise ou est-ce obligatoire d'avoir une société? Alors, en général, quand on est chef d'entreprise et qu'on veut acheter un bien, on peut faire des montages hyper intéressants. Vous avez une entreprise en France ou à l'étranger, on a beaucoup de clients entrepreneurs qui le font. Notamment, on peut faire, en fait, on a souvent un groupe d'entreprises et on fait circuler la trésorerie sans impôt, quasiment sans frottement fiscal. Et en fait, on va alimenter la SCI et l'IS avec de l'apport. Et donc, l'apport, en fait, ne va pas être votre argent personnel, mais va être l'argent de votre groupe d'entreprise qui va être prêté en apport en compte associé, qui peut être récupéré sans impôt. Bref, je vous passe les détails, mais c'est très intéressant. Si vous avez une micro-entreprise, alors ça dépend le pays dans lequel vous êtes et comment ça va fonctionner la micro-entreprise, si vous êtes expat. Mais en France, la micro-entreprise, elle est transparente fiscalement, donc ça ne va pas fonctionner. Enfin, vous allez être traité comme un salarié, dans un sens, pas dans un sens négatif, mais ça va être un montage comme un salarié, sauf que la banque va vous demander d'avoir un certain historique, parce que vous êtes plus risqué pour la banque qu'un salarié en termes de contrat. Donc, elle va vous demander en général 3 bilans et lui montrer que votre activité est régulière, que vos revenus sont réguliers et que vous pouvez attester que c'est stable, en fait, tout simplement. Et une dernière question, quelle est la meilleure solution pour transmettre son patrimoine à ses enfants? Alors, si on est dans une logique de transmission, on peut faire un autre statut que je n'ai pas évoqué, c'est une SARL de famille. La SARL de famille, qui par définition se fait en famille, va combiner en fait l'intérêt de la transmission de parts d'entreprise pour la partie, encore une fois, transmission, mais également, elle est transparente fiscalement. Donc, en location meublée, vous allez être au régime LMNP tout en ayant la possibilité de transmettre des parts de SARL de famille. Donc, elle combine les deux avantages. J'aurais tendance à dire SCILIS ou SARL de famille si vous êtes vraiment dans un cadre de volonté de transmission plus tard. Et ça se fait avec un notaire. On peut vous conseiller, mais on vous conseillera un fiscaliste ou un notaire. Vous avez l'intérêt du BIC tout en ayant la possibilité de transmettre demain. Merci beaucoup. On n'a plus de questions en ligne. Merci Donc, beaucoup. on va couper le live. On vous remercie pour votre participation et vos questions. On espère que la conférence vous a plu et vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube du Petit Journal ou en replay par mail. Merci Merci à tous. beaucoup. Merci.